Le goût de M. M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité. Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût, mauvais goût ? Et puis d'abord, comment se forme le goût ? Le goût de M vous souhaite bonne année et vous invite dans ce nouvel épisode chez Camille Cotin. Camille Cotin est actrice, elle fait ses débuts au théâtre, puis explose quelques années plus tard grâce au petit écran et à deux personnages marquants et irrévérencieux. L'insupportable connasse, tout d'abord, un programme court sur Canal+, et puis ensuite, bien sûr, l'inoubliable et séductrice Andrea Martel, l'agent de 10%. Des succès qui révèlent la force de son jeu, physique, animé d'une grande force comique et dramatique, et lui permettent aujourd'hui d'accéder à des registres extrêmement variés. On la voit aussi bien dans des comédies à succès que dans des films d'auteur plus intimistes, tels que Chambre 212 de Christophe Honoré récemment, ou dans des grosses productions américaines. On la verra ainsi prochainement dans Stillwater de Tom McCarthy, aux côtés de Matt Damon. Et pour en savoir un peu plus sur le goût Cotin, on a rendez-vous chez elle, dans le bas du 9e arrondissement de Paris, non loin des grands boulevards. C'est lundi matin, on monte au 4e, on y est. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, entrez. Camille Cotin, on est chez vous. Oui. Est-ce que vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble ici ? Pas là, parce qu'il est très bien rangé, parce que je sais que vous arrivez. Au quotidien, oui, il me ressemble. Je dirais qu'il est chaleureux. C'est un appartement de faubourg, donc pas haussmannien. Bas de plafond sur cour, donc on pourrait se dire c'est muré, il y a des murs partout, mais en même temps je trouve que d'abord on voit un peu le ciel dans le quatrième, mais j'aime bien quand les fenêtres sont ouvertes et qu'on entend la voisine jouer du piano, qu'on entend l'autre voisine bipolaire au téléphone. C'est bon, ça me dérange pas, il y a un petit côté italien que je trouve sympa. Après je peux pas trop faire des fêtes et tout ça parce que vraiment ça dérange tout le monde, mais il y a la cave pour ça. Alors on s'est assis autour de la grande table, dans le salon, face à la cour donc, et juste à côté de la cuisine, et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. Ludique. Ludique. Parce que c'était quand même beaucoup... c'est un terrain de jeu immense et c'est toujours explorer tout l'univers du jeu et en repousser les limites, parfois trop, ce qui faisait qu'on disait que j'étais une fille turbulente. J'étais pas forcément totalement dans la réalité, je pense. Vous avez grandi à Paris, au départ ? Oui, rue Montmartre, au 151 rue Montmartre. Ce qui est drôle, c'est que là, je suis juste à côté du magasin de farce et attrape, rue Montmartre, justement, et que quand ma mère m'emmenait à l'école, je m'arrêtais tout le temps parce que je voulais voir la petite mouche qui bouge avec le petit aimant, j'étais fascinée. Et elle y est encore, donc c'était marrant, là, maintenant j'emmène ma fille, mais ça lui a pas fait le même effet. Ce que j'aime bien, c'est le mélange, c'est familial. Là, je vois les enfants, ils ont tous leurs copains dans la rue, ils se retrouvent au square. Alors, le square, il est dégueu, il y a des rats, des seringues et tout ça, donc c'est un délire, ce square. Ils sont rentrés genre dans les buissons à un moment, ils sont sortis avec les yeux hyper rouges en disant à la pharmacie. La pharmacie a dit oui, vous n'êtes pas le premier, il est possible qu'il y ait des produits un peu toxiques, des trucs. Mais il n'empêche que tout le monde se retrouve là. Mon grand, il est content, il peut y aller tout seul, il est en CM2, donc les copains, ils vont tout seuls. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et en même temps, il y a tous ces bars, ces restos, qu'il faut que le soir, c'est animé. Il y a plein de jeunes qui sont là, enfin, bon, hors confinement, hein, bien sûr, mais qui sont là, dans la rue, un peu, et voilà, j'aime beaucoup ce quartier. Et j'y suis revenue justement parce que c'était proche de là où j'étais... De mon enfant. Ouais, c'est pour ça que j'ai regardé dans ce coin-là. Donc je pense qu'effectivement, l'enfance est déterminante. Après,
peut-être que je suis pas très nomade, mais ouais, j'étais contente de revenir ici. Votre père était artiste peintre. C'était quoi ses goûts? Qu'est-ce qu'il aimait? Ah là, on est entouré de... Alors, ça, ce sont des œuvres de votre ça, père? c'est lui. 9 petits cadres qui représentent à chaque fois un squelette, parfois peint en doré, parfois dans sa teinte naturelle. Je pense que c'est des petits squelettes en plastique qui font 10 cm. Et puis derrière, il y a des photos. Donc soit des photos de vétérans. Là, il y a la silhouette d'un monsieur avec son béret, sa baguette et sa canne. Voilà. Lui, et puis, il a dessiné beaucoup. Dès qu'il a un message à faire passer, il s'est toujours exprimé. Et donc, j'ai beaucoup de dessins de lui. Après, il a gagné beaucoup sa vie avec une entreprise de peinture. Donc, il refaisait des apparts, il peignait. Il a travaillé longtemps avec les cinémas. Il avait un de ses meilleurs amis qui est architecte. Donc, ils ont travaillé beaucoup sur les cinémas. Par exemple, le cinéma Gaumont, Pathé, repeignait tout. Ils faisaient des ciels, etc. Là, j'ai des bouquins Ils avaient fait ça avec ma mère. Ça s'appelle Nestor Babylas, donc c'est Edith et Gilles Cotin. Après, ils étaient déjà séparés. Ils sont séparés quand ma mère était enceinte de moi, mais ils sont restés très, très copains. Donc, rue Montmartre, ma mère habite au 5e et lui, il habitait dans la chambre de bonne au 6e. Ah, il est resté dans le même immeuble? Oui. Ouais. Et après, quand ma mère a rencontré mon beau-père, moi j'avais 5 ans, on a déménagé 2 ans après, à la naissance de ma petite sœur. On est parti rue Girandeau, dans le haut 9e. Et mon père est venu avec nous, donc il habitait sur le palier d'en face. Donc c'était plutôt... vraiment une famille, quoi. Ouais. Très, très tribu. Et ça, c'est une BD qu'ils avaient fait ensemble. Et ça, c'est une BD qu'ils avaient fait ensemble sur un hippopotame qui va visiter Venise, qui est en Afrique et qui rêve d'aller à Venise. Donc les dessins, c'est mon père et le texte, c'est ma mère. Ça n'a pas eu le succès de Tintin, mais Nestor Babylas. Nestor Babylas, voilà. Et votre mère, qu'est-ce que vous diriez de ses goûts? Vous dites, là elle là. a fait 1000 métiers. Là, on voit qu'elle a écrit une BD avec votre père, mais elle a été documentaliste, professeure d'espagnol, assistante d'un archéologue. Enfin, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses. Et si je devais la définir, je dirais c'est une nomade. Pareil, elle a 72, elle va avoir 73 dans pas longtemps. Ça fait 3 ans qu'elle part en Inde toute seule pendant 2 mois. Parce que, alors, il y a une tribu en particulier qui la passionne. Mais elle aime aller près d'eux. Alors, elle m'a montré des photos. Puis elle me disait, tu comprends, si je ne jamais prendre en photo. Puis là, j'ai réussi. Et, elle a beaucoup voyagé en Afrique aussi. Elle est vraiment passionnée de voyage. C'est une énorme lectrice. Elle lit un livre par jour. Là, elle s'est installée dans les Pouilles. Ça fait 6 ans. Ah oui? Elle a mis une petite annonce pour qu'on lui fasse visiter les Pouilles. Elle a rencontré un Italien vraiment charmant qui s'appelle Giancarlo. Et elle est partie s'installer dans les Pouilles avec Giancarlo. Elle peut pas du tout concevoir la vie sans amour. Donc c'est une amoureuse, quoi. C'est une amoureuse, voilà, de la vie. Après, professionnellement, elle a fait plein de choses. Et puis à la naissance de ma première sœur, donc, elle a arrêté de travailler. Elle est curieuse, extrêmement curieuse. C'est une aventurière. C'est un personnage. Oui, vous dites, votre mère, très libre, nomade. En même temps, c'est un truc qui revient souvent dans vos interviews. Vous dites sans filtre, c'est-à-dire quelqu'un qui dit vraiment ce qu'elle pense, parfois avec brutalité, en tout cas une grande franchise. Je pense que dans le monde du travail, ça explique aussi qu'elle n'est pas forcément... Parce que ce soit pas un long fleuve tranquille. Oui, quoi. On est quand même parfois obligé d'arrondir les angles pour être ensemble au quotidien. Oui. Et c'est vrai qu'elle a une franchise qui peut être déstabilisante, parfois une certaine violence, mais comme elle a énormément d'humanité, bon, ça forme, ça forge en tout cas. Et c'est vrai que dans le travail, je vais jamais... Enfin, qu'on me dise que c'est pas bien ou c'est nul, ou je peux complètement l'entendre. Oui, sans être complètement déstabilisé. Je vais me dire, probablement c'est nul, et il va falloir bosser pour que ce soit mieux. Parce que c'est vrai que dans l'éducation que j'ai reçue, il y avait un truc très direct sur le fait que c'était pas bien, c'était naze. Et puis quand c'était bien, du coup c'était dit aussi. Donc... Et vous dites qu'en même temps, cette femme vous a donné une éducation assez rigoureuse, avec des règles, avec les devoirs, avec, c'était pas non plus, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie, mais en même temps, il y avait une structure. Oui, il y avait, oui, c'est vrai, c'est très.
C'est une de mes amies qui me faisait remarquer ça, donc c'est très pertinent ce que vous dites. Elle était vraiment hyper dans le cadre et la rigueur. Mais je pense aussi parce qu'elle a souffert justement de ne pas être dans un cadre. Donc elle a essayé vraiment de me transmettre l'importance de la structure, là où avec mon père, c'était beaucoup plus hip-hop. Ah oui. Ah bah oui, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas les devoirs, on s'en foutait. L'école, c'était vraiment pour les ânes. Plus 68 ans, alors, Ah ouais, votre père. hyper. Ah, lui aussi, il a vécu en Afrique longtemps, donc il était en pagne africain toute la journée, il dessinait, il y avait des clubs partout, les écrasés par terre. Les nanas, ça changeait régulièrement. Est-ce qu'il y avait un plaisir de manger dans votre famille? C'était important? Ouais, très important. Ouais. Bah, ma mère est pied noir. Donc, elle cuisinait, par exemple, un plat, vraiment, c'est la chouchouka, mais pas avec l'œuf et la merguez. Nous, c'était les poivrons, beaucoup de poivrons rouges, un petit peu de poivrons verts et les tomates. C'est vraiment très, très bon, c'est une folie. Et j'ai appris à la faire, mais assez tardivement. Et j'ai un petit côté Madeleine de Proust quand je mangeais une chouchouka. Après, elle cuisinait super bien, des couscous, des beignets de courgettes. Maintenant, elle cuisine plus pour nous. Elle cuisine pour son amoureux, mais elle est contente qu'on cuisine et elle l'a bien mérité, franchement. M, le magazine du Monde présente Le goût de M. Alors ça, c'est la chambre du jeune homme. Pas encore ado, mais ça va pas tarder, je crois. Donc ça, c'est la fille, la petite fille. Voilà. Là, un bureau couloir, ouais, avec tous mes prix chelous. J'ai que des prix bizarres. Qu'est-ce que c'est? Encore, ils sont pas tous là, hein, mais j'ai genre le globe de cristal, le truc de l'Alpe d'Huez, il est hyper chum. J'ai que ma sœur, elle me charrie là-dessus en me disant, il faut vraiment qu'on fasse un placard avec tous tes prix chelous. Avec ma sœur Avril, qui aujourd'hui est dans le cinéma aussi. On se déguisait beaucoup. On allait beaucoup chez sa grand-mère et on regardait des films. Et puis après, il fallait tout de suite refaire le film. Donc on sortait les déguisements encore. Ouais, donc ce goût-là du déguisement et de la comédie, de refaire des spectacles, ça c'est venu tôt? Ouais, très tôt. Mais même, je jouais beaucoup au Barbie. Et c'était pas juste les coiffer ou les habiller, c'était vraiment avoir des marionnettes, quoi. Les faire jouer. Les faire jouer, faire des décors. Après, je pense que les textes n'étaient pas hyper profonds, ni très politiques. Hein, on était vraiment sur des feux de l'amour. Mais j'étais contente, quoi, de faire ça. Oui, vous parlez souvent de ce goût du jeu, mais qui était vraiment très, 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 très important, qui prenait presque toute la place. Vous dites, moi, je voulais jouer tout le temps, que ça s'arrête jamais. Oui. C'est ça que je souhaitais. J'avais qu'une peur, c'est qu'on me dise d'arrêter. Avec le recul, vous vous dites aujourd'hui que ce goût du jeu, hein, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes actrice, mais c'était surtout la possibilité d'un monde parallèle. Je pense. C'était plus ça que l'envie, comme on peut voir chez d'autres comédiennes, d'être regardée. Ah oui, parce que... Non, par contre, j'aime l'interaction. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui m'a plu aussi dans la comédie. J'avais pas décidé particulièrement de faire de la comédie, mais je sais que dans l'humour, la joie et le partage du rire, il y a quelque chose qui fait que je me sentais vivante et en communion. L'envie d'être regardée, au contraire, je pense que c'est quelque chose qu'il a fallu que je dépasse, qui était difficile pour moi. Le regard, la caméra, les premiers trucs. J'ai passé beaucoup de castings que je ratais au début, et parce que j'étais assez... tendue par rapport à ça, ouais, au regard qui se posait sur vous. Oui. Donc à 12 ans, vous partez vivre à Londres avec votre sœur, votre beau-père, qui est donc analyste financier, votre mère. Londres déjà, est-ce que c'est la découverte de notre goût? Est-ce que c'est... Je suis partie en fin de 5e, donc j'étais excitée, puis tout d'un coup, super... flippée, je parlais pas anglais, mon père était resté à Paris, j'adorais mon beau-père, mais voilà, il y a eu quand même finalement, parce que comme je vous dis, il était sur le même palier, il y avait quelque chose de très tribal, et là, un petit arrachement. Un petit arrachement. Et puis l'adolescence, c'est la fin de l'enfance aussi, enfin, c'est une mutation, donc le fait de le vivre ailleurs, je pense que ça a démultiplié. Après, c'est Londres, c'est-à-dire que Londres, pour un adolescent, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Parce que, bon, les Anglais, ils s'habillent vraiment, mais comme ils veulent. Personne se regarde dans la rue, là où à Paris, je sentais que les gens se regardaient beaucoup, quoi. Les regards se croisent, et puis c'est un regard... je trouvais que c'était moins compartimenté, c'est-à-dire que...
les gens se mélangeaient plus et on pouvait avoir deux amis, enfin des gens qui pouvaient être amis, alors que si on les jugeait de prime abord, on aurait pu se dire que vu la façon dont ils étaient habillés, dont ils s'exprimaient, ces gens n'avaient rien à voir. Et en fait non. Et après j'écoutais Nirvana, les Red Hot, Guns N' Roses. C'était 93, 94. Ouais, 95. Ouais, Je me souviens, j'écoutais Capital FM. Et puis, alors, j'ai fumé mes premiers joints. On allait dans les Muse. C'était là où on mettait les domestiques des gens qui avaient des gens très riches. Donc, c'était des toutes petites maisons très colorées et très collées les unes aux autres avec des rues pavées. Et puis, c'est les premiers émois de l'adolescence. Alors, ils ont tous des parcs. On va beaucoup dans les parcs à Londres. Donc, on allait à la pause déjeuner dans les parcs. Donc, j'ai des souvenirs vraiment très, très, très forts de ces années-là. Et je me souviens, j'ai 16 ans et mes copains me disent il y a une fête dans une université désaffectée. Je m'en souviens encore. C'était fou. C'était fou, on passait de couloir en couloir, les salles de classe, et puis les différentes ambiances. Il y avait une salle où il y avait du reggae, on s'en fout, mais une énorme salle où c'était électro, tout le monde était assis comme ça sur les pupitres. Puis on avait l'adresse qu'au dernier moment. Et c'est vrai que j'ai adoré ça. Et oui, voilà, je pense que c'est effectivement, on en parlait, de la communion, des lieux de fédérer. Vous avez trouvé là la même chose que ce que vous aimiez dans le spectacle, c'est-à-dire oui. être en groupe. Oui, c'est ça, être en groupe, se perdre, s'aventurer, se retrouver au cours de la soirée. On continue à jouer, quoi. On continue à jouer. Ouais. Alors, l'autre chose qui est très importante par rapport au jeu pendant ces années londoniennes, c'est que vous allez faire partie du club de théâtre que votre mère a créé. Et ça va... Non, mais je crois que ça va être important dans votre vocation. Ouais. Après, franchement, si c'était à refaire, je m'inscrirais immédiatement dans une école de théâtre anglaise. Mais j'avais peur, en fait. J'avais peur de pas parler anglais et d'être larguée. J'avais peur de... Et donc, finalement, elle a monté ce club de théâtre et c'est hyper drôle parce qu'elle a fini par jouer... En fait, elle avait monté La Gare de Troie n'aura pas lieu, donc je faisais Hélène, et donc il y avait un super beau gosse en terminale et tout ça qui va jouer Paris. Donc moi, je me dis, mais quelle chance, mais c'est génial. Et en fait, le mec plante, mais vraiment 2 semaines avant la représentation, il y avait un concours de tous les lycées français à La Roche-sur-Yon. Et ma mère dit, c'est pas grave, je vais le faire. Et je me suis retrouvée avec ma mère en talonnette, en costume de Paris, qui faisait mon fiancé. J'étais au bout du rouleau, quoi. Être actrice, c'est venu tôt. Mais c'était dans votre tête, c'était le théâtre, c'était le cinéma, c'était quoi qui vous plaisait ? Les deux, tout. Ouais, mes parents m'emmenaient beaucoup quand j'étais petite à l'Action Christine au cinéma, voir des films, les films, je sais pas, par exemple Vacances romaines. Oui. Mais voilà, j'étais en contre. C'est-à-dire que je me disais, mais pourquoi ils m'emmènent voir ça alors qu'il y a... Non, Pretty Woman, c'était après, mais je sais pas, enfin bref, des films qui sortaient. Il y avait Dirty Dancing. Il y avait Dirty Dancing. Que vous avez loué toutes les semaines. Que j'ai loué toutes les semaines. Le mec du vidéoclub me disait, mais franchement, achetez-le, parce que c'est non, moins cher. J'y allais en patin, en roulette, quoi. Mais après, voilà, il y avait ça, mais il y avait évidemment Singing in the Rain, que j'ai revu encore, qui est vraiment un génie. Ma sœur, Avril, elle regardait en boucle Les Demoiselles de Rochefort. Il y avait Grease. Donc c'est quand même une version de la vie beaucoup de films joyeuse, dansés, on danse, on chante, on a des super costumes. L'amour est une chanson. C'est plutôt ça qui vous attirait, quoi, en fait, ce genre d'œuvre-là. Oui, assez solaire, finalement. Après, il y a eu Bagdad Café, qui était un choc. Je me souviens, j'avais 12 ans... de cinéma, vraiment. Je pense que c'est la première fois que j'ai autant pleuré au cinéma. Et qui est un film incroyable parce que tellement moderne par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Et puis de convergence des luttes en termes de féminisme, en termes de diversité. C'est vraiment 2 héroïnes. Enfin, à une époque où le cinéma hollywoodien se posait pas tellement ces questions-là. On était vraiment sur la sexualisation. Parce que, pour être très honnête, franchement, au cinéma, ce qui m'a touchée petite... et c'était quand même pas un hasard si je jouais avec des Barbies. Il y avait un truc de l'actrice, que ce soit Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de parler de Brigitte Bardot, on est un peu mal à l'aise, mais c'était quand même un avion de chasse, quoi. Et c'était la sexualisation de ces femmes. Je pense que j'étais quand même assez touchée par ça, par l'érotisation
ces personnages. Et c'est vrai que... Ça vous faisait envie, vous pensez ? Ouais, je pense que ça me faisait envie, que je me disais, être une femme, c'est ça. Et voilà. Et pourtant, Bagdad Café, ça m'a... j'ai écouté la chanson, là, I'm Calling You. Celle-là, voilà, on l'écoutait beaucoup à la maison. J'ai très envie de le revoir, mais je sais pas, dans ma tête, j'ai des images très, très, très fortes. Et je pense que ça a pas du tout vieilli. Le goût de M. Donc, vous rentrez à Paris, le cours de théâtre dans le 18e, Périmonie. Ouais. Et là, c'est difficile. Ouais, c'était dur, parce que j'ai beaucoup rêvé, et je me suis confrontée à la réalité. On en parlait de ce que c'est que la scène, du corps sur scène, j'étais très tendue, la voix passait pas. Vous découvrez un peu la réalité du jeu. De ce que ça veut dire de comprendre ce que c'est qu'une intention. En corpo, je commence à trouver des trucs. Dès que le corps... En fait, voilà, je commence à comprendre que j'ai une intelligence corporelle. Dans le jeu, ouais. Dans le jeu. Et que c'est un truc un peu animal. Et que quand mon corps a compris, ça va. Et quand c'est pas descendu dans le corps, ma tête peut pas faire le boulot. Donc je sors de l'école Périmonie, je sais pas trop quoi faire. Effectivement, il y a le théâtre du Nord-Ouest, là, à côté, rue Montmartre... tenu par Jean-Luc Génère, où vraiment n'importe qui, il faut avoir un projet quand même qui tient la route, mais on peut tous y aller, proposer quelque chose. Donc il y a assez peu de spectateurs, je dirais une dizaine en moyenne. Parfois il y a des pièces qui drainent beaucoup de gens, mais pas d'argent. Le peu d'argent qu'il y a, c'est pour essayer de faire subsister un petit peu, mais il y a vraiment une idée de troupe. Après, il y a le Café d'Edgar, il y a le Théâtre des Trois Bornes. Voilà, c'est des petits lieux qui donnent vraiment leur chance à des gens qui commencent. Pour moi, c'est très joyeux, c'est des souvenirs très joyeux, parce que c'est effectivement la rencontre avec le public. Et je l'ai vécu vraiment comme un rêve qui se réalise. Vous jouez beaucoup de rôles très différents à l'époque. Oui. Vous jouez à la fois parfois un spectacle pour enfants au Ciné 13, et puis vous jouez Boulgakov. Vous mêlez les registres quand même. Je mêlais les registres. Vous devenez intermittente, ça commence à marcher quand même pas mal pour vous au théâtre, mais vous vous dites le cinéma ça viendra pas finalement. Oui, parce que je pense qu'il y avait un rapport à la caméra aussi un peu trop inhibé, et peut-être avec le recul que j'avais pas l'ADN d'une jeune première, et qu'en fait je me trouve plus ma place aujourd'hui, peut-être dans une forme de je sais pas, de féminité un peu plus... moins codifiée, en tout cas. Moins vulnérable, peut-être, ou moins... À l'époque, vous faites partie aussi, fin des années 2000, de la troupe de Pierre Palmade. La comédie, ça reste un des domaines que vous préférez, ou pas ? Non. J'ai toujours beaucoup de reconnaissance pour les gens qui ont de l'humour. Je trouve que c'est une composante assez essentielle. Après, je vais pas regarder forcément, moi, des comédies, en fait. C'est pas forcément votre goût. Mais jamais, carrément. Ah ouais. Mais ça m'a nourri beaucoup. Un poisson nommé Vanda, je pense que je l'ai regardé 800 fois. Les films de Louis de Funès, j'avais une passion pour lui. Donc, j'aime sa démesure. Et voilà, et c'est vrai qu'en tant qu'enfant turbulente, forcément, le fait parce qu'on dit toujours la limite, tu comprends jamais où sont les limites. Mais en même temps, c'est génial parce que... Oui, j'ai un problème avec le non, j'ai un problème avec l'autorité, j'ai un problème avec le conformisme. Et j'ai du mal à respecter les limites. Et tout ça, ça sert dans la comédie, dans le jeu. Je suis très heureuse quand tout d'un coup, je peux avoir une partition qui me permet d'aller loin. Ça m'épanouit énormément. Ouais. Et puis, il y a Connasse qui arrive. Il y a ce rôle pour la télé. Et ça va débloquer beaucoup de choses pour vous. Ça représente quoi, Connasse, pour vous ? C'était assez incroyable parce que c'est la rencontre avec les deux filles, Noémie et Héloïse, qui l'ont inventé, qui écrivaient toutes les punchlines et tout ça. Et après, c'était assez incroyable parce que en tout cas, je m'étais fait une raison de pas faire forcément de cinéma ou de télé ou d'image, on va dire. En tout cas, Connasse, est arrivé. C'est ma copine Camille Chamou qui me dit on me propose de passer le casting pour ce truc-là. Moi, je suis en train de faire les gazelles, mais en lisant le truc, je pensais à toi. Vas-y. Et quand j'y vais, on sait pas du tout, c'est pas vendu. Elles savent même pas si elles veulent le faire en caméra cachée ou pas.
Et finalement, ils me disent, on va le faire en caméra cachée. Je me dis, oh là là, c'est ringard. Je me dis, caméra cachée, vieux truc des années 80. Mais bon, les filles sont marrantes, elles me plaisent. Et donc, elles écrivent ce pilote, du taxi, de la boîte de nuit. Franchement, le tournage, c'est marrant, mais bon, on tourne quand même, par exemple, Gare de Lyon. On se dit, normalement, il y a toujours la queue, toutes les gares de Paris, il y a 2 heures de queue pour les taxis. Là, le jour où on tourne, il n'y a personne, il n'y a pas de queue. Donc, on doit faire le truc où je grille la queue et où quelqu'un dit, et je dis, je protège mon fœtus en ayant caché un vieux pull, quoi. Et là, il n'y a personne. Donc, je me dis, oh la tannée, on tourne. Ça a été beaucoup ça, hein, le tournage de cette série. Et puis finalement, enfin, Gare du Nord, ouais, il y a la queue, ok, je passe, il y a Noémie qui est là, elle est planquée, elle avait des petites GoPro. On est vraiment, on est 4, quoi. Hein. Il y a les 2, le mec du son, David Van Salem, qui a tout fait avec nous. Et on fait ça, je mets le pull sous mon pull, je grille la queue, une meuf gueule, donc on se dit, génial, on a tout. Elle dit, oh ouais, tout ça, je peux lancer le truc, je protège mon fœtus, j'aurais pas aimé être votre voisine pendant la guerre. Et là, on se dit, génial. Et Noémie dit, ouais, génial. Ah merde, j'étais en mode appareil photo. Et là, je me dis, oh putain, mais les meufs, c'est des pranks. Et donc, je me dis, le truc verra jamais le jour. Parce qu'elles me disent, on va l'envoyer à Canal. Et c'était vraiment la grande époque de Canal et des programmes courts, quoi. Il y avait eu Bref, qui avait propulsé Cannes. Il y avait le SAV, il y avait... bon, enfin, en tout cas, voilà, plein de trucs qu'on adorait, plein de gens super doués. Et puis, qui, en plus, une fois qu'ils étaient passés par là, avaient vraiment... ouvrir un peu le champ des possibles, donc c'était le Graal, quoi. Enfin, le Graal, j'ai trouvé ça génial, mais je me disais, Canal, mais elles rêvent, les meufs. Et elles étaient très, très sûres de leur coup. Hein. Et elles ont envoyé à Canal, et c'est Ariel Saraco qui a repéré le truc, qui a dit, ouais, ça nous intéresse. Elle voulait pas que ça s'appelle Connasse. Et moi, je me souviens, après, je me rendais pas compte que le truc allait être vraiment très vu. Mm-hmm. Et qu'on allait m'appeler Connasse pendant les 10 prochaines années, voire... peut-être jusqu'à la fin de ma vie. On verra, on en parlera. Après, il y a eu le revers de la médaille. C'est que d'abord, tout le monde pensait que j'étais vraiment une connasse et que je me filmais toute seule. Personne comprenait qu'en fait, il y avait des auteurs derrière, puisque c'était vraiment une caméra cachée. Il y avait une distance, donc, quoi. Oui, qu'il y avait une personnage. Distance. Oui, c'est ça. Et puis moi, je suis pas vraiment comme ça. Enfin, je peux être... Mais ça, c'est drôle parce que je crois chez vous, c'est parce que vous êtes bonne comédienne, les gens croient que vous êtes comme la connasse, que vous êtes comme Andrea Martel, dont on va parler après. Et en fait, c'est des personnages qui sont assez loin de vous, en fait. Oui. Après, je pense qu'ils sont là forcément parce que voilà, on parlait des rencontres du corps. Oui, les gens voient cette possibilité chez vous. Oui, bien sûr. Oui, puis je pense que je peux complètement avoir des réactions de connasse, je peux être brutale, je peux être éruptive, mais pas que. Je pense qu'il y a 2 personnes. Hein. On est clairement sur 2 personnalités. Mais et justement, donc après il y a 10%, il y a encore des projets. Enfin bon, voilà, c'est un succès énorme. Andrea Martel, c'est un personnage très marquant pour les gens. Ce personnage, il est à votre goût? Ah, je l'adore. J'ai tout de suite aimé parce que j'aimais les filles dont je me suis inspirée, qui sont pas des amies proches, mais qui sont des amies d'amis. Et c'était des filles qui me touchaient. Et j'étais contente de m'en inspirer. J'ai rencontré Tanner une fois. Elisabeth Tanner, l'agent dont tu as inspiré le rôle. Mais il y avait des trucs de corps très clairs. Tanner, j'avais dîné une fois avec elle, je venais d'avoir le rôle, et elle me dit, c'est Mona Achache qui est chez elle, et qui me dit, on va organiser un dîner avec Elisabeth et tout ça. Donc je dis, ah ouais, j'étais un peu intimidée, tout le monde m'a dit, elle est très belle, assez froide, mais voilà, elle a du charisme, donc je me disais, hyper peur. Et donc elle arrive, et puis on parle pas trop de 10%, puis je la vois avec ses yeux clairs, un petit carré, les cheveux sur le côté, un blazer et tout, mais voilà, il y a un truc de corps. Je voyais comment elle était assise sur le canapé, les 2 pieds bien dans le sol, les jambes un peu légèrement écartées, les coudes un peu sur... Il y a une ouverture d'épaules, il y a une façon d'être au monde qui se dégage physiquement. Ça raconte déjà quelque chose. Donc ça, moi j'étais un petit buvard parce que c'est des choses qui me... Encore une fois, que je comprends physiquement. Andrea, je repasse sur Andrea, mais c'est une femme... Voilà, on parlait des figures féminines qui sont inspirantes et qui sont un peu, qui tranchent un peu avec un héritage d'érotisation de la féminité et de qu'est-ce que c'est qu'être sexy. Et moi, j'aimais bien
parce que je trouve que c'est sa virilité qui la rend sexy. Oui. Et alors, virilité, je veux pas dire, genre, c'est du male gaze, c'est parce qu'on fait, genre, comme un homme dans un corps de femme. C'est pas ça que je veux dire. Son assurance. Son assurance, ouais, son aplomb. Et du coup, le fait que j'aimais beaucoup, en plus, en saison 1, ce que j'aimais particulièrement. Après, on est rentré dans son histoire d'amour avec Colette et ça permettait d'aborder autre chose. Mais j'aimais bien aborder sa séduction. Et puis, elle est là, elle est beaucoup confrontée à des hommes et sa séduction ne passe jamais par une coquetterie. Et je trouve que c'est extrêmement libérateur. On parlait du regard. C'est pas par le regard qu'elle va arriver à séduire, puisque c'est un métier de séduction à Jean aussi beaucoup, mais c'est par son propos, sa volonté et son charme. Il est dans son intelligence et dans sa franchise. Et aussi, ce genre de personnage, vous le disiez au départ, il faut bien travailler dans ce métier, arriver à gagner sa vie et tout ça. Et après, il y a le moment où on peut commencer à choisir ses personnages. Ouais. Et aussi, ce genre de personnage, par exemple, Andrea Martel, il est aussi porteur d'une vision du monde. Vous en parliez dans la deuxième saison, quand elle a son histoire d'amour. Et en même temps, il y a l'histoire aussi avec son boss. Et en même temps, le public, tout d'un coup, c'est hyper entiché de ce couple de lesbiennes qui voulaient avoir un enfant. Enfin, on pousse aussi des idées très politiques. En fait, finalement, avec des rôles comme ça. Ça, c'est merveilleux. En fait, quand tout d'un coup, on peut rencontrer, épouser un point de vue, le porter et se dire qu'il peut y avoir une incidence sur la société telle qu'on la rêve, ou en tout cas faire circuler quelque chose qui est important. C'est vrai que quand un des producteurs me disait, Harold Valentin, il me disait ah ouais, mais dans les cours d'école, ma cousine ou ma nièce m'a raconté que ses copines, mais primaires, que des petites filles disaient j'espère que Andrea elle va rester avec Colette, faut pas qu'elle parte avec Hicham, il est nul Hicham. C'était le but. C'est pour ça je pense qu'on disait qu'Andrea c'était un personnage moderne, c'est parce que on ne questionnait absolument pas sa sexualité, il y avait pas d'enjeu sur sa sexualité. Les enjeux étaient sur comment elle se construisait en amour, dans ses relations, mais pas sur sa sexualité. Et que ça, finalement, le fait que ce soit avéré, accepté et que ce soit pas un sujet, c'était quelque chose de moderne. Et du coup, quand les petites filles disent « j'espère qu'elle va rester avec Colette et surtout pas avec Hicham », c'est exactement ça. C'est-à-dire que la question de l'orientation sexuelle, c'est pas le sujet. Le goût de M. On est devant la bibliothèque du salon, qui est multifonction. Alors, beaucoup d'œuvres d'art et d'architecture, mais quelques livres d'art. D'ailleurs, ça, c'est plutôt Martin Parr et Banksy, c'est mes livres. Et cette photo, alors, qu'est-ce que c'est une amie très chère qui s'appelle Charlotte de Givry, qui m'a offert cette photo. Donc, on ne naît pas féministe, on le devient. C'est les collages dans les rues. Voilà, c'est ces fameux collages posés par les colleuses. C'est le détournement d'une phrase de Simone de Beauvoir détournée par Gisèle Halimi. C'était on ne naît pas femme, on le devient. Et Halimi a dit on ne naît pas féministe, on le devient. Le féminisme, c'est une prise de conscience ancienne ou récente chez vous ? Je pense, dans un aspect, dans son contenu politique, c'est nouveau. Les auteurs féministes, c'est nouveau. Lire des essais féministes, c'est nouveau. Mais ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Enfin, vous citez très souvent Mona King Kong Theory, King Kong Theory, ou Sorcière de Mona Chollet. Oui, c'est très important. J'ai énormément King Kong Theory, ça a été les premières pages où elle parle de toutes les femmes invisibilisées dans une société de consommation. Du marché à la bonne meuf. Ouais. Ça a été vraiment... Oui, c'est les premiers chocs, en fait. On renaît, on revoit les choses. Et effectivement, Virginie Despentes, c'est une voix très importante. Mona Chollet, dans la façon dont elle revisite l'histoire sous le prisme des femmes brûlées, les guérisseuses, celles qui ne voulaient pas avoir d'enfants, celles les marginales. Je pense que tout ça vient construire une réflexion, mais qui répond à un instinct que j'ai toujours eu. Mais après, on a parlé de ma mère, qui pourtant est une grande amoureuse et qui ne voit pas sa vie sans homme, puisqu'elle elle aime les hommes. Mais il y a une espèce de liberté, d'anticonformisme.
C'est Agnès Jaoui qui a conclu son discours en disant les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Le libre arbitre, vraiment. Le libre arbitre qui comporte le fait aussi de faire ce qu'on veut faire et de se procurer ce dont on a besoin. C'est pour ça aussi que vous avez ce goût des personnages féminins qui jouent dans des films de vengeance ou de rape and revenge, comme on dit. Thelma et Louise, Kill Bill, Mad Max. C'est ça qui vous plaît aussi Il faut croire, parce que vraiment, c'est des films... je sais plus qui me disait que dans Thelma et Louise, on reprochait aux personnages d'employer la violence masculine, en fait. Bon, moi, après, cette violence, elle est en moi, il y en a... Je la connais, j'essaye de la canaliser ou de la transformer. Mais je pense que ça me fait du bien. Effectivement, il y a un côté cathartique quand je vois cette violence s'exprimer. Et la puissance féminine me plaît dans son expression. Après, effectivement, c'est pas le seul moyen. C'est pas parce qu'elle coupe des têtes qu'elle bute des mecs que c'est des super femmes. Finalement, ça n'est plus que le territoire des hommes, là où avant c'était vraiment... voilà, moi je suis folle du parrain, mais c'est vrai que ça met en scène une société d'hommes, quoi. On a parlé de ce que vous avez fait à la télévision, de Connasse, de 10%. Il y a tous vos rôles au cinéma aussi. On vous voit aujourd'hui aussi bien dans le cinéma d'auteur, chez Christophe Honoré, dans Chambre 212. Et en même temps, vous faites des incursions dans le cinéma américain, puisque vous allez être bientôt aux côtés de Matt Damon dans le Tom McCarthy. Vous avez joué dans un Robert Zemeckis. Ça vous plaît, ces grands écarts là ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est comme quand on me disait, mais t'es une actrice de comédie, comment... J'aborde la comédie et le drame exactement de la même façon, en fait. Je ne dis pas qu'il y a une façon de jouer comédie et une façon de jouer drame, peut-être au niveau du rythme, un petit peu, mais en fait, c'est toujours des histoires, quoi. Et après, c'est... Puisque je me marre pas trop quand je fais des trucs de comédie. C'est du travail. Disons que non, c'est que je joue souvent le drame dans lequel est pris le personnage. Et en fait, c'est la façon dont c'est monté et dont c'est raconté qui va faire rire. Mais moi, je le prends pas à la légère, quoi. Je sais pas comment dire. Je prends du plaisir, attention. Ouais. Mais en tout cas, oui, de pouvoir travailler avec Honoré juste après Tom McCarthy, c'était formidable. C'est très différent, ces gros plateaux américains. Alors là... Tom McCarthy, non. C'était une équipe en plus moitié française et moitié américaine, pardon. On tournait à Marseille. Et donc, c'était vraiment comme un tournage à la française. Matt Damon, il était dans il avait loué l'appart d'en face, qui était assez petit, donc tout le monde était à pétrir de là. Lui, sa loge, c'était la cuisine, qui était une toute petite cuisine, qui était en plus une cuisine en long, en couloir. Donc, il était assis sur son petit siège haut. Il y avait son coiffeur, son maquilleur qui était assis sur la plaque de cuisson et l'autre sur le lavabo. Enfin, il avait un camion, un carloge, mais voilà, entre les scènes, il allait là, quoi. Le goût de M. Quelle relation vous avez avec les objets qui vous entourent ? C'est important pour vous ? Oui. Je suis très sensible à l'esthétique d'un bel endroit. Oui. De beaux objets, de beaux meubles. Mais je suis pas tellement j'ai pas... développer, je suis un peu nulle quoi là-dedans, moi. Mais comme mon compagnon il aime beaucoup, c'est un peu. C'est lui qui s'en occupe. Oui, après il a beaucoup évolué quand il sortait d'école d'archi. Il aimait beaucoup l'archi contemporaine. Il voulait tout faire en noir. Rue de Verneuil, quoi. C'est ça. Noir. Il trouvait vraiment que moi, j'avais un goût pourri, parce que j'étais plus, je voulais faire des ambiances un peu british. Que je croyais british, mais je sais même pas ce que ça veut dire, mais... Et il me disait, ah là là, c'est moche ton truc, tout est moche. Bon, puis le tout peint en noir. Et là, je crois qu'on s'est accordé, on commence à... C'est important, ça, ou c'est difficile, ça, justement, d'avoir des goûts discordants, ou il faut pouvoir s'accorder ? Je trouve ça bien de s'accorder. Après, je lui fais énormément confiance et je pense... moi, je fais un peu un buvard. Donc, j'aime bien suivre les gens que j'aime et je m'adapte. Tout ce qui est un peu inconnu, un peu étranger à moi, ça va plutôt attiser ma curiosité que, au contraire, faire que je me referme et que je... Les vêtements, il y a des trucs que j'ai du mal à donner alors que je les mets plus parce que
ils ont traversé un moment de ma vie, une époque. C'est important pour vous, les vêtements ? Ouais, ils sont là, quoi. Et je me dis, ah, mais c'est bête, t'en fais rien. Ils sont dans une malle ou dans une caisse. D'abord, je me dis que les enfants, ils seront contents de... Mais plus parce qu'en fait, très sincèrement, ils ont une histoire et du coup, j'ai du mal à m'en séparer. Par exemple, la veste en fourrure, en plus, c'est du lapin, donc c'est une cata, de connasse que j'ai beaucoup porté, léopard. Bon, bah, celle-là, j'arrive pas à la donner. Je sais que je la remettrai jamais. Mais bon, elle est là. Après... C'est marrant parce que j'aurais rêvé, je pense, à 20 ans, qu'on m'invite à des défilés de mode, qu'on m'offre un vêtement, enfin voilà. Et là, aujourd'hui, c'est pas l'aspect du travail qui m'intéresse le plus, quoi. Et voir, quand on fait une promo, un truc, il faut choisir ce qu'on va mettre. C'est un peu le moment un peu, qui vous coûte un peu pénible, peu. un petit peu. Parce qu'il y aura toujours un petit côté chez moi, j'ai pas envie de faire ce qu'on me dit, quoi. Enfin, de se conformer. Il y a donc l'actrice doit être habillée quand on est comme promo, ça. il faut être comme ci. Pour aller à Cannes, il faut faire ci. Pour aller à Cannes, il faut ci, il faut les bijoux, il faut le là. J'ai un peu envie de dire, je sais pas, j'ai envie, mais sauf que j'ai pas du tout non plus envie d'être un vieux sac et d'être mal sapé ou d'être. Donc, il faut être cohérente aussi. D'une manière sensible, quel type de goût vous plaise ? Qu'est-ce que vous aimez ? J'aime beaucoup la junk food, mais j'aime beaucoup, mais je m'en éloigne. Hein. J'aime beaucoup les pâtes, mais j'arrête le gluten, donc je fais que me mettre des interdictions en fait. Pour pouvoir me permettre de pas me poser de limites sur certains trucs, je me dis j'arrête le gluten, mais je peux bouffer une tablette de chocolat tous les soirs. Et je me dis, bah non, mais ça va. Je sais pas manger de pain, Voilà. J'arriverai jamais à être toujours un petit peu, pas trop, tempérée. Faut que ça puisse déborder un peu. Voilà, faut que ça puisse déborder. Mais donc, pour m'autoriser à déborder, je suis obligée quand même un peu de visser sur d'autres terrains, quoi. Mais pour être très honnête, j'aime énormément manger, boire, j'aime... Enfin, voilà, je suis beaucoup dans les épicuriennes. Je suis assez épicurienne, quoi. Dans les plaisirs, quoi. Ouais, dans le plaisir, ouais. Et un autre truc qui vous plaît pas mal aussi, c'est l'aspect physique des choses, je pense. Vous aviez une moto pendant longtemps, une Kawasaki 650. Oui, absolument, vous êtes très bien renseigné. Voilà, je sais que vous avez fait vos débuts en surf, vous aimez danser, enfin, vous aimez que ça soit physique. Oui, j'ai fait je fais de la capoeira, du trapèze, tout un peu. Ça, par exemple. C'est-à-dire que je me prends de passion pour un truc, je fais que ça, il me faut le costume, l'uniforme, tout ça. Et après, bon, au bout d'un moment, parfois, je passe à autre chose. La capoeira, j'étais célibataire, donc je partais aussi beaucoup en week-end d'intégration. J'espérais pécho un Brésilien, mais ça n'a jamais marché. J'étais pas du tout le prototype de la fille qu'on avait envie de pécho en cours de capoeira. Il y a ça aussi. Il faut bien choisir son sport. Ouais, il faut bien choisir son sport. Moi, c'est pas... Non. Il me trouvait sympa, hein, mais c'était pas le... Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût ? Est-ce que c'est important beaucoup. Pour vous ou pas ? Tellement. On parlait de Shirley Cohn, qui m'a initiée à la culture... féministe ? Ouais, quand même beaucoup. Camille Chamou aussi. Vous avez mis en scène ? Que j'ai mis en scène, ouais. Oui, je suis très perméable au goût des autres. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que ça contribue beaucoup à l'amour, finalement. Enfin, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui me font découvrir des choses. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse, par exemple, de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût ? Ou c'est difficile ? Oui, c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Après, c'est aussi très joyeux, mais pas partout. Non, mais je pense, par exemple, que c'est assez drôle, l'éducation. Je pense que je pense que quand tu as des enfants, effectivement, tu te confrontes et tu as peur que ton enfant partage pas tes goûts, j'imagine, quoi. Après, si c'est que ça, c'est pas grave. Là où ça commence à avoir des problèmes, c'est quand c'est le goût, le point de vue. Si je vous demande un homme ou une femme qui a du goût pour vous ? J'aime pas c'est comme s'il y avait un jugement. Je pense que quelqu'un qui a mauvais goût, ça peut être touchant. Et puis, mauvais goût, c'est mon goût à moi. Donc, ça serait imposer ma perception comme une référence. C'est une histoire, le goût aussi. Ça raconte d'où on vient, où on a grandi, par quoi on est passé, et ça évolue.
Donc, quelqu'un qui a du goût, par exemple Le Corbusier et Charlotte Perriand, ce duo-là, ils ont du goût. Et C'est un goût qui est tourné vers les autres. Vers aussi. les autres, c'est ça. C'est quand même une architecture pour tous. Architecture pour tous, j'avais visité la Cité radieuse à Marseille. Oui, c'est vraiment touchant. Je suis extrêmement sensible à cette esthétique. Et c'est vrai qu'en plus, politiquement, derrière, il y a quelque chose de fort. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple. Hein. C'est une esthétique... Oui, c'est centré sur l'essentiel. Après, le choix des matériaux, le bois, les couleurs, c'est quand même coloré, c'est gai. Il y a quelque chose de chaleureux dans ces intérieurs. Très simple, mais chaleureux. Et avec une ouverture sur les autres. On sent que dans votre goût, il y a quelque chose de ça quand même. Il y a un truc de savoir être à l'écoute du goût des autres. Oui. En fait, avoir Oui. du goût, c'est ça pour vous Oui. aussi, c'est savoir. Oui, puis que ça communique en fait. Voilà. On peut... Ouais. Si on n'avait pas rencontré cette personne, on n'aurait peut-être pas eu le goût de ça. Et ça, c'est joyeux. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabaud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Genre Idéal pour M, le magazine du Monde. Je vous rappelle que le goût de M est désormais réservé aux abonnés du Monde à partir de l'offre intégrale. Si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous sur la page abo.lemonde.fr/goût de M pour bénéficier de moins 50% de réduction la première année pour la souscription d'un abonnement intégral à partager avec la personne de votre choix. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.